Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Que peut-on lire dans ce regard? Un regard qui semble venir de la conscience nébuleuse des premiers hommes. Peut-être nous susurrent-ils leurs amours, leurs peurs, leurs croyances? Il y a environ 5000 ans, dans la région de Liangzhou, bassin du lac Tai, est née une culture très avancée avec des cités, des tombes, des hôtels sacrificiels, des villages, des infrastructures militaires et hydrauliques, des ateliers de jade. Ce site de fouilles archéologiques a démarré il y a plus de 80 ans, en 1936 plus exactement, et sa plus grande découverte est justement cet objet au regard si mystérieux, le tsong de jade. Cet objet rituel pèse 6,5 kg pour 8,9 cm de haut et 17,6 cm de diamètre. Si on l'a surnommé le roi des objets rituels de Liangzhou, c'est qu'aucune autre relique ne l'a surpassé, que ce soit pour sa dimension, son poids ou ses motifs. Il fut découvert en 1986 lors des fouilles des grandes tombes de Fanshan. Les archéologues ont reconnu sur le champ le motif du masque bestial mythique dit du glouton. Sur le moment, compte tenu de la grande occurrence du motif, cet objet n'a pas vraiment attiré l'attention des spécialistes. Mais après avoir développé les photos, ces derniers eurent une grande surprise. En effet, des deux côtés des yeux sont gravés des motifs très fins, presque imperceptibles, figurant des mains humaines. Si nous observons de plus près, nous voyons alors que les paumes sont reliées à des bras légèrement disproportionnés. Et en remontant le long des bras, voilà que surgit le visage de leur possesseur. C'est là que les archéologues se rendent compte que les motifs de cet objet rituel représentent bien plus que le traditionnel masque bestial. Il s'agirait en fait de la représentation complète d'un dieu à figure bestiale. Une pièce exceptionnelle. La posture du dieu est troublante. Épaules haussées, bras repliés, paumes des mains ouvertes. Sa tête rentrée dans ses épaules s'incline vers l'avant. S'agirait-il d'un esprit céleste, dressant quelque animal fantastique, ou bien d'un esprit animal ayant pris forme humaine? En fin de compte, s'agirait-il de deux esprits distincts, ou bien des deux facettes d'un seul et même esprit? Le jade occupe une place particulière dans la culture chinoise. En effet, les inscriptions gravées sur écailles de tortue et sur bronze ont démontré que les Chinois ont toujours eu coutume de faire des offrandes de jade aux dieux. Ainsi, à Liangzhou, ont été mis à jour plus de 40 types d'objets de jade. Néanmoins, la représentation du dieu à face bestiale n'apparaît que dans les tombes de familles nobles. Cela signifie-t-il que le maître de la tombe était le grand prêtre de Liangzhou? Quant à l'objet rituel sur lequel est gravé le magnifique motif du dieu à face bestiale, était-il un objet sacré servant à faire le lien entre les hommes et les dieux? Le dieu porte sur la tête une coiffe de plumes en forme d'accolade horizontale qui paraît rayonner en tous sens. Étrangement, on trouve le même motif sur des reliques provenant de Hemudu, une culture vieille de 7000 ans. Y aurait-il vraiment un lien? Cette image de l'emblème divin se retrouve en effet sur d'autres sites néolithiques. D'où une question: dans une région du monde aussi vaste que la Chine, comment des cultures aussi éloignées les unes des autres ont-elles pu s'influencer de cette sorte? Ce regard qui nous contemple aujourd'hui a traversé 5000 ans et nous conduit pas à pas vers les confins de l'histoire. Vous avez un nouveau message envoyé du passé.
Dans ces orbites étirées, deux yeux bien ronds vous fixent du haut de leurs 35 siècles d'existence. Quelle est cette créature? Un dragon? Un tigre? Un bœuf? Un cerf? Une chouette? Un ours? En fait, il semble que ce soit elle qui ne cesse de nous demander « Et toi, qui es-tu » ? Sur cette pièce de bronze arquée et légèrement bombée, sont fixés plus de 300 fragments de turquoise dont la finition et l'éclat demeurent intacts malgré leurs 3500 ans d'existence. Elle ne mesure que quelques millimètres de long pour 1 à 2 mm d'épaisseur. Pour l'époque, c'est une véritable prouesse. Cette plaque fut créée 500 ans avant l'apparition de l'écriture en Asie orientale. Pour communiquer avec cet objet, il n'existe donc aucune forme de langage. Sous les champs cultivés de Earlytown est enfouie une ville. Une ville au centre de laquelle se dressent les bâtiments d'une cour royale pouvant contenir des foules entières. Certains affirment qu'il s'agirait de la capitale de la dynastie des Xia. Dans cette capitale, on trouvait de très grands ateliers de bronze. En fait, la technique de couler du bronze était apparue bien avant en Asie de l'Ouest et en Asie centrale. Ce n'est donc que plus tard que des ustensiles en bronze firent peu à peu leur apparition dans le nord-ouest de la Chine et notamment dans la plaine centrale avec la culture de Longshan. Mais il ne s'agissait que de petits objets. Ce ne sera qu'à l'époque de la culture de Earlytown que l'on parviendra enfin à fabriquer de grands ustensiles, ce qui n'avait jamais été réalisé ailleurs. Parmi les 200 pièces de bronze de Earlytown, il s'agit de la plus ancienne coupe à vin rituelle portant des motifs de toute l'Asie orientale. Munie d'un bec verseur, d'une anse et de 3 pieds, ce genre de coupe que l'on faisait normalement en argile a été ici réalisé en bronze, un tout nouveau matériau pour l'époque. La maîtrise de cette technique de synthèse du métal a permis à la culture de Earlytown de devenir le vainqueur inattendu de son époque. Le bronze, métal de grand prix fondu dans le feu ardent, et la turquoise, pierre précieuse incrustée si prisée de toute la Chine, font entrer en résonance le métal et la pierre, ouvrant ainsi l'âge du bronze en Asie orientale. Cette aisselle de turquoise épouse parfaitement les lignes tracées sur l'objet. On leur a donné des formes de fourches, de crochets, de trapèzes, de rectangles, de ronds, et ont été jointes pour composer une image étrange, de laquelle nous pouvons encore distinguer des cornes, un nez et des yeux. Ici, plus de 2000 tesselles de turquoise forment le dessin d'un dragon de 70 cm de long. Dans les 2 orbites en forme de navette saillissent des yeux de jade blanc, un regard qui parle au monde. La mosaïque recouvre le gisant du tombeau. À côté d'elle, on peut voir une cloche de bronze avec son bâton de jade, comme si un rite officiel était en train de se dérouler. L'animal mystérieux des premiers âges a un regard de braise. Après l'avoir fixé longuement, le maître du tombeau a peut-être su faire pénétrer son esprit dans le monde des ancêtres. Qui sait? Ces regards, nous pouvons les croiser à Tianshui dans le Gansu et à Sanxingdui dans le Sichuan. Ils sont les témoins des échanges qu'entretenaient, il y a plus de 3000 ans, et par-delà de vastes espaces, les anciens Chinois de la plaine centrale, du nord-ouest et du sud-ouest. Bien que muets, ses yeux n'ont pas besoin de parler. Et ce regard, qui peut témoigner de la toute première dynastie chinoise, semble scruter, encore aujourd'hui, l'agitation des hommes et le mouvement des étoiles. Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Nous avons ici les premières graphies du mot roi. On dirait une grande hache de guerre toute droite, une arme devenue emblème du pouvoir militaire. Le pouvoir militaire
était justement le plus grand appui du pouvoir royal. On comprend alors toute l'étymologie du mot. À la fin de la dynastie des Shang, c'est pour prédire l'avenir et garder trace des événements que la maison royale impulsa l'écriture Osekai, moyen par lequel on proclamait l'oracle. Le mot roi est ainsi l'un des idéogrammes les plus fréquents. Sur cet os d'animal est rapportée une partie de chasse royale. Tel jour, telle année, le roi, alors en visite à Jiaosai, part à la chasse au mont de Maishan et y capture un bison. De tous les musées de Chine, il s'agit de l'unique exemple d'os incrusté de turquoise portant une inscription. La chasse décrite ici, et qui s'apparente à un exercice militaire, a tous les attributs d'une cérémonie. C'est pour commémorer cet événement que le roi fit porter l'inscription sur une côte de bison, qui fut ensuite incrustée de turquoise. L'objet précieux devient alors symbole de son autorité. Sans cesse, le roi des Shang a recours à l'oracle. Les fêlures des écailles de tortue indiquent les sacrifices à accomplir, les récoltes à espérer, les maladies à craindre, les naissances à attendre. Les fêlures, ce sont les secrets trahis du ciel. Des spécialistes des arts divinatoires sont en charge de ces archives d'État. La vie d'il y a 3000 ans est racontée ici par le biais de 4000 idéogrammes. Sur les 154 000 débris d'os, on peut reconnaître actuellement plus de 1500 idéogrammes. Il est donc possible de se faire une idée du quotidien d'alors. De grand matin, l'homme se lève. L'épingle avec laquelle il attache ses cheveux indique qu'il s'agit d'un chef de famille. Le voilà qui se penche au-dessus d'une eau claire. Comme dans un miroir, il y voit son reflet. Puis il s'en va à la chasse. Pour aller un peu plus vite, ses deux bras se balancent avec force de haut en bas. Dans la forêt, l'homme dresse son oreille à l'affût du moindre bruit. C'est un petit cerf. L'homme place alors sa flèche, bande son arc et décoche. Le cerf est abattu. Mais voilà que le croissant de lune brille déjà dans le ciel. L'homme revient chez lui la besace pleine. Sa femme a déjà préparé le dîner en utilisant un récipient au ventre rond muni de pierres et de 2 anses. Grâce à leur observation minutieuse et à leur imagination étonnante, les Chinois d'alors traduisaient en idéogrammes ce qu'ils voyaient, faisaient et éprouvaient dans leur quotidien. Ces idéogrammes gravés sur des os d'animaux et des écailles de tortues recélaient déjà les principaux modes de formation des idéogrammes qui sont encore en usage aujourd'hui. L'idéogramme désignant le chant est emblématique des pictogrammes, représentation stylisée des choses à décrire. C'est par exemple sur la base des pictogrammes que l'on a ajouté un signe diacritique au long trait horizontal indiquant une limite. Ainsi, un trait court au-dessus signifiera dessus et un trait court au-dessous signifiera dessous. Ce qu'on appelle idéogrammes combinés sont des assemblages d'idéogrammes. Nous avons par exemple le mot alcool dans lequel on voit un pichet associé au mot liquide. Quant aux idéophonogrammes, ils associent un élément sémantique à un élément phonétique. L'écriture osekai est la plus ancienne forme d'écriture découverte en Chine. Ce sont ces inscriptions sur os ou sur écailles qui ont permis à la civilisation chinoise de conserver et de transmettre le savoir. Tout au long d'un processus évolutif, le savoir des anciens Chinois est parvenu jusqu'à nous. C'est par le biais des idéogrammes que de l'individu jusqu'au groupe ethnique, l'ensemble des sentiments, des connaissances, des pensées et des expériences purent alors se transmettre génération après génération et que la civilisation chinoise put connaître un tel épanouissement. Les traits que tracent les Chinois d'aujourd'hui sont les mêmes que ceux que portent ces os vieux de 3000 ans. L'écriture osekai n'est pas ancienne, elle est juste atemporelle. Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Il y a plus de 3900 ans, la dynastie des Shang est puissante et prospère. Des artisans sont en train de mouler un énorme objet en bronze.
Pour l'époque, on peut dire qu'il s'agit d'une technologie très avancée et qui exige un long processus de l'extraction du minerai jusqu'au façonnage, en passant par la fonte, le transport, l'alliage et le moulage. Il s'agit du célèbre ding de la reine-mère Wu. Un vase qui se distingue notamment par l'inscription qu'il porte sur son flanc. Afin de mouler ce bronze de 832,84 kg, il a fallu, à chacune des étapes de la fabrication, la parfaite coordination d'un grand nombre d'ouvriers expérimentés. En fait, il a été nécessaire de faire fondre plus d'1 tonne de métal dans un four surdimensionné. C'est à partir de la marque des jointures entre les différents moules utilisés que les experts ont pu échafauder plusieurs scénarios. Certains pensent que les différentes parties du vase ont été coulées séparément. D'autres imaginent que le corps du vase a d'abord été coulé dans un moule enterré et que les anses n'ont été ajoutées qu'ensuite. Ici, plusieurs difficultés se présentent. Les différentes parties n'ont pas la même épaisseur et les différents alliages prennent un temps plus ou moins long à refroidir. Aussi est-il nécessaire de travailler vite et de façon coordonnée. Il a fallu sans doute une longue suite d'échecs avant de parvenir à un si beau résultat. En Europe, la civilisation romaine n'a pas encore éclos. Quant aux Sumériens qui sont entrés les premiers dans l'âge du bronze, ils fabriquent principalement des objets d'utilisation courante. À l'époque des Shang, les événements les plus importants sont les sacrifices et les affaires militaires. Aussi, le bronze est-il principalement utilisé pour fabriquer les ustensiles rituels et les armes, autant d'objets qui marquent l'avènement de l'âge du bronze en Chine. Le ding de la reine-mère Wu a toujours été sujet à controverse. Néanmoins, la majorité des spécialistes pensent que le terme Wu est le nom honorifique de Fu Jing, l'une des épouses du roi Wu Ding, parce que le vase en question ressemble beaucoup à 2 autres vases dits de la reine-mère Xin, découverts dans le tombeau de Fu Hao, l'autre épouse du roi. De nombreuses inscriptions sur os d'oracle parlent de ces 2 femmes, Fu Jing et Fu Hao. Ces dernières gèrent leur propre fief et participent souvent aux grandes affaires de l'État. Fu Hao excelle dans les affaires militaires et Fu Jing s'occupe des rites et de l'agriculture. L'agriculture est d'ailleurs la base de l'État et sa priorité absolue. Fabriqué à la fin de la dynastie des Shang, ce vase rectangulaire a une apparence pour le moins singulière, avec des visages féminins incrustés sur ses flancs. Quant à cette inscription, il s'agit du terme générique pour les céréales. Le vase carré servait sans doute à contenir des céréales destinées à être offertes à la terre, tandis que le vase rond contenait de la viande destinée au ciel. Pour les anciens, le ciel était rond et la terre carrée. Comme la terre issue du principe féminin yin symbolisait la mère de tous les êtres, on en a déduit que ce vase carré était destiné aux offrandes rendues à la terre. Cérémonie qui était présidée par une dame de la noblesse. En chinois, il existe l'expression suivante, se dresser comme un ding, ce qui est une métaphore pour décrire un équilibre des forces supérieures. La terre sur laquelle se dresse ce genre de vase en ressent tout le poids et peu à peu, cet objet finit par devenir le symbole de l'État chinois et de son pouvoir. Demander le ding, c'est prétendre au trône. Avoir un grand ding, être à l'apogée de sa puissance. Ou bien encore, avoir une parole pesant 9 ding. Le plus solennel de ces vases est donc celui de la reine-mère Wu, un trésor qui a gardé en lui les arcanes de la dynastie des Shang. Un trésor muet mais imposant, manifestation de gloire et de puissance. Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Les annales historiques rapportent que la dynastie des Shang aurait été fondée par les descendants du Phénix. Ce phénix de jade aux lignes très fluides est la grâce incarnée. L'oiseau semble se retourner pour regarder quelque chose.
L'objet appartenait à Fu Hao, l'une des épouses de Wu Ding, le roi des Shang. Si le tombeau de Fu Hao, découvert à Yinshu, regorgeait de dragons de jade, ce phénix, lui, est unique. Fu Hao était sans doute la femme la plus connue de son temps. Parmi plus de 10 000 inscriptions au Sekai retrouvées sur le site de Yinshu, dans la province du Henan, plus de 200 mentionnent son nom, dans des descriptions ayant trait à la guerre, à l'enfantement, à la maladie et à sa vie dans l'au-delà. Son tombeau contient de très nombreux objets funéraires. 755 pièces de jade, 499 épingles à cheveux en os, des miroirs de bronze, des peignes en os, des gobelets en ivoire, des stylets en os, des topazes, des malachites, des perles en agate, etc. On y trouve également une multitude d'exquis bibelots de pierre. Apparemment, il s'agit bien d'une femme très coquette et qui aime s'entourer de belles choses, d'une femme aussi noble et distinguée que ce phénix de jade. Vu que Fu Hao avait les faveurs du roi, il n'est pas très étonnant qu'elle soit entourée de tous ces objets précieux. Ce qui est étonnant, en revanche, ce sont d'autres objets inhabituels pour une reine. Plusieurs centaines d'armes, ainsi qu'une série d'objets rituels, là aussi, tous en bronze. Mais le plus remarquable, c'est bien cette hache imposante, symbole du pouvoir militaire et marquée du nom de Fu Hao. Visiblement, cette dernière n'avait rien d'une dame de cour effacée. Dans la société patriarcale de son époque, Fu Hao paraît plutôt avoir eu une influence considérable sur les affaires de l'État. Fu Hao est ainsi connu pour avoir mené des expéditions militaires et présidé à de grandes cérémonies sacrificielles. Elle possédait son propre fief et était financièrement indépendante. Wu Ding fut un souverain éclairé de la dynastie des Shang et son règne est connu pour avoir été prospère. Sa cour, qui dominait la plaine centrale, n'eut de cesse d'étendre son territoire grâce, en grande partie, à Fu Hao elle-même. En tant que reine et commandante des armées, Fu Hao mena à bien les affaires du pays grâce à son intelligence et à sa force. Aussi fut-elle très respectée de ses sujets. En tant qu'épouse et mère, Fu Hao incarna le parfait parangon de la vertu. Aussi à l'aise en armure qu'en robe d'apparat, on la compare volontiers au bronze pour sa force et au jade pour sa douceur. Fu Hao mourut à l'âge de 33 ans. Wu Ding, qui voyait en elle une épouse, une confidente et une sœur d'armes, est inconsolable. Il décide alors de la laisser reposer près du palais et d'édifier, au-dessus de son tombeau, un temple à sa gloire. Le lieu se remplira peu à peu d'un grand nombre de trésors, notamment plus de 6800 coquillages, la monnaie de l'époque. C'est cette quantité incroyable d'objets funéraires qui nous a été laissée en héritage. À Yinshu, le hasard a voulu que le tombeau de Fu Hao soit le seul site sépulcral de la maison royale des Shang à avoir été retrouvé intact. Ces reliques nous révèlent énormément de choses sur cette femme peu ordinaire qui vécut il y a plus de 3000 ans en Chine. À travers ce phénix de jade, nous avons l'image, figée dans le temps, d'une femme au charme ensorceleur, d'un phénix qui cherche sans fin l'admiration des vivants. Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Au premier abord, on pourrait penser que c'est un chien assis. En réalité, il s'agit d'une chouette. Ce type de récipient très ancien destiné à contenir de l'alcool est connu sous le nom de tsun. L'objet fait presque 50 cm de haut, la tête est légèrement dressée vers le ciel, les ailes sont repliées. La queue qui repose sur le sol et les deux pattes bien robustes de l'oiseau forment un trépied.
Le corps est recouvert de plus d'une dizaine de caractéristiques animalières et dégage une impression altière tout à fait unique. La figure de la chouette est particulièrement appréciée des jeunes générations et le musée du Henan a su l'exploiter au mieux avec sa gamme de souvenirs originaux. Sur les réseaux sociaux, certains internautes ont même déclaré, non sans humour, que c'étaient les anciens Chinois qui avaient inventé les Angry Birds. Ce vase en forme de chouette fut découvert dans le tombeau de Fu Hao, l'épouse de Wu Ding, empereur de la dynastie des Shang. N'ayant de cesse d'épauler son mari, cette femme aux qualités exceptionnelles, qui savait aussi bien manier le pinceau que l'épée, fut capable de gérer les affaires de l'État, de présider aux cérémonies sacrificielles et même de partir en expédition militaire. Ainsi, la dynastie des Shang allait connaître une ère de prospérité. Certains spécialistes pensent même que cette chouette de bronze n'est autre que la voix de Fu Hao par-delà le voile de la mort. Aujourd'hui, si certains qualifient volontiers cet objet de mignon, il est probable qu'à l'époque, ceux qui l'ont conçu en avaient une toute autre idée. La chouette est un animal que l'on retrouve souvent représenté dans les objets artisanaux de la Chine ancienne et même de la dynastie précédant celle des Shang. Nous trouvons ainsi des objets en pierre, en argile, en bronze. Sous les Shang, la chouette est l'un des animaux que l'on vénérait le plus. On peut constater que certaines parties de l'oiseau ont été mises en relief. Un bec aéré, un air effrayant, des pattes énormes ou bien encore une surcharge de motifs, autant de détails censés suggérer la férocité du rapace nocturne. Pour les Chinois qui vivaient sous la dynastie des Shang, la chouette était un animal sacré. Certains experts pensent que la chouette était alors considérée comme le dieu de la guerre et de la victoire. D'autres pensent que cet oiseau symbolisait plutôt la position sociale et le pouvoir. D'autres pensent encore qu'il s'agit de l'oiseau noir qui, selon la légende, aurait donné naissance au peuple des Shang et serait l'incarnation totémique du clan. L'écriture au sekai du mot Shang serait elle-même la représentation stylisée de la gueule d'une chouette. Cela pourrait expliquer clairement le lien unissant l'animal à la dynastie des Shang, tout comme la présence du vase à la chouette dans le tombeau de Fu Hao. Que l'oiseau noir de la légende soit oui ou non une chouette est encore aujourd'hui sujet à controverse. Ce qui est certain par contre, c'est que parmi tous les objets rituels en bronze de la dynastie des Shang, la figure de la chouette est celle qui apparaît le plus souvent. En fait, la chouette a été vénérée dans bien d'autres civilisations. Ainsi, dans la mythologie grecque, la déesse Athéna, personnification de la sagesse, de la raison et de la justice, se voit toujours accompagnée d'une chouette. Les anciens Grecs vénéraient cet oiseau qui savait chasser de nuit et était capable de voir dans le noir, d'où l'image qui lui fut associée de la lucidité au sein de l'obscurité, de la sagesse au sein de l'ignorance. Sous la dynastie des Shang, la figure de la chouette apparaît également dans la pierre. Mais qu'elles nous apparaissent féroces ou caricaturales, ces représentations de chouettes offrent toujours une image de simplicité, d'orgueil et de noblesse. Après la dynastie des Shang, cependant, cette image de la chouette ne réapparaîtra plus en Chine. Les dynasties suivantes considéreront la chouette comme un oiseau maléfique. « Chouette de malheur, tu as pris mes enfants et détruit mon nid ». Extrait du livre des Odes, dynastie des Zhou. Visiblement, la dynastie des Zhou, née dans le bassin du fleuve Wei, manifestait déjà une grande hostilité à l'encontre de cet oiseau. Après la dynastie des Zhou, règne alors sur la Chine la dynastie des Han. Le poète Jia Yi parle ainsi de la chouette. Hélas, les temps ne sont pas propices. Alors que les phénix partent se cacher, les chouettes prennent leur envol. On disait même alors que les chouettes étaient tueuses de mer. Dans la Chine d'aujourd'hui, on entend encore des dictons de ce genre. N'aie pas peur de la chouette qui ulule, mais prends garde à celle qui rit. On pourrait reprendre un poème chinois contemporain. Que tu me vois ou pas, je suis là, ni triste ni gai. Mais qu'elle incarne la noblesse, le malheur ou un personnage de cartoon, la chouette restera toujours la chouette. Il n'y a que le cœur des hommes qui change à l'infini.